Pour ce nouvel épisode de Côte à Côte, je vous emmène avec Florine Curec à Saint-Omer. Et pour commencer ce long format carte postale autour de la ville, on a choisi un lieu emblématique, connu de tous, c'est la gare de Saint-Omer. Elle a été érigée en 1904, s'inspirant des châteaux du XVIIe siècle. Elle est même classée au monument historique depuis 2010. Et sa particularité, c'est qu'elle fait l'objet d'une réhabilitation depuis 2019. Et pour en parler, je suis avec Caroline Barbier, la directrice de la station. Bonjour et merci de nous recevoir ici. Bonjour. Comment la gare est réhabilitée depuis 2019 du coup ? Alors ça a été une réhabilitation sur plusieurs étages. On a créé différents planchers, en fait on le voit ici. D'abord au rez-de-chaussée, on va retrouver un espace Fab Lab grand public. Donc là c'est vraiment le premier accès de la station. On verra ce qu'on y fait. Premier étage, on retrouve un Fab Lab entreprise, du coworking pour des entreprises. Et puis au deuxième étage, on retrouve... Mais bien sûr, c'est un projet important avec les contraintes qu'on a aujourd'hui. Réunion toujours, puisqu'on accueille également des événements. Est-ce qu'on peut parler aussi de la décoration du coup ? Tout a été inspiré, inventé. C'est ça. Alors en fait, ici, il fallait imaginer une gare cathédrale avec un espace large ouvert. On voit que les planchers ont été recréés pour recréer des espaces. On a à peu près 3000 m² ici d'espace dédiés à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à la créativité. On démarre du coup la découverte. Donc là, le rez-de-chaussée, c'est le Fab Lab, c'est ça ? C'est ça. Creative Lab, donc, le Fab Lab en fait dédié au grand public. Donc il va vraiment permettre là d'accueillir toute personne, tout habitant qui a une idée, qui a envie de manipuler, qui a envie d'essayer, de tester, d'apprendre aussi. On peut retrouver par exemple un plotteur de découpe là-bas où on va pouvoir imaginer des stickers, donc pour pouvoir personnaliser. Ça peut être de la personnalisation pour des enfants, sur des agendas, des choses comme ça. Ça peut être des entreprises aussi qui veulent travailler parfois leur communication également. Pour trouver des imprimantes 3D. On retrouve des brodeuses numériques également ici. Vous voyez, on peut fabriquer, on peut travailler ici sur l'impression, sur de la broderie en fait, et de la personnalisation d'éléments. Et donc c'est des choses qui sont particulièrement appréciées, notamment des familles qui peuvent venir faire des ateliers ici avec leurs enfants, les parents avec les enfants, les grands-parents. On était l'industrie la plus carbonée de France. Donc il y a eu ce gros travail qui porte ses fruits. Et on est devenu aujourd'hui une ville qui est reconnue comme la ville de la décarbonation. Sur le site de la station et de pouvoir du coup réserver les ateliers qui conviennent. Donc il y en a pendant les vacances, un peu plus, puisque en fait l'objectif c'est aussi de toucher les enfants, les ados. On a un projet là de club de jeunes entrepreneurs justement pour pouvoir initier les ados à l'entrepreneuriat, à la création de projets. Et donc ça c'est vraiment important aussi pour nous de pouvoir toucher l'ensemble de la population, que ce soit les enfants, les ados et puis après les professionnels et les adultes. Alors ici on se trouve dans le Fab Lab professionnel dans lequel on va retrouver différentes machines. Là on voit une découpeuse laser qui permet de faire différentes pièces. Et il va s'adresser vraiment plutôt aux professionnels. Donc ici, une personne qui est venue travailler ses propres pièces. Et c'est vraiment tout l'intérêt aussi, c'est qu'on peut y retrouver des projets d'entrepreneurs, contrairement au Fab Lab du rez-de-chaussée. Par exemple ici, une pièce qui a été découpée avec la découpeuse laser. Donc c'est une carte du territoire. Et c'est un projet qui a été travaillé avec le campus des métiers et des qualifications qui permet du coup aux jeunes de faire découvrir l'industrie sur le territoire. On est sur la réservation de machines, donc il y a un coût. C'est un coût qui est somme toute relativement modique vu l'usage et vu les machines qu'on retrouve ici. Et donc ça c'est vraiment aussi intéressant pour des entrepreneurs qui veulent lancer leur activité. Donc il y a un petit accompagnement au départ, puis ensuite de l'autonomie, ce qui permet aux entrepreneurs de venir ici les utiliser quand il leur faut. Donc ça peut être effectivement un tremplin. On a des entrepreneurs qui commençaient ici et qui finalement après ont investi dans du matériel finalement. Et voilà, c'était la première marche, on va dire. Donc ici, on est au coworking professionnel, donc un coworking sur abonnement qui s'adresse vraiment à des indépendants, à des freelances qui veulent travailler dans un espace de travail plutôt agréable, plutôt confortable et en même temps ne pas travailler chez soi. C'est vrai qu'à la maison c'est parfois pratique mais ça offre pas toutes les possibilités. Ça permet aussi de croiser du monde, de croiser d'autres entrepreneurs et ça c'est important de ne pas rester isolé. L'idée c'est quoi? C'est de créer des synergies sur le territoire? Exactement. C'est aussi de pouvoir, on a des personnes qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrées ici et finalement aujourd'hui travaillent ensemble et quand on a ça, on a tout gagné en fait. C'est vraiment de pouvoir créer de l'activité et renforcer les liens entre les personnes. Est-ce qu'on a des chiffres?
du coup, sur l'activité ici? Alors oui, on a à peu près 5000 personnes qui viennent ici au fil de l'année en coworking. Pour un territoire à l'échelle du pays de Saint-Omer, c'est plutôt pas mal. Après, on est toujours à pouvoir communiquer, à expliquer en fait les possibilités qu'offre la station pour les indépendants. Ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on a ce bâtiment magnifique. Que ce soit les girafes, donc ça c'était avec Royal Deluxe, mais aux étages, et donc il ne faut pas hésiter à pousser la porte, à venir, à découvrir et puis découvrir les différents espaces de travail. Cimenterie de Dèvres, et ici sur le Mont Hulin, on peut croiser n'importe qui. Exactement. En fait, on a un aspect ici professionnel qui offre plus de services, qui offre un accès aussi H24. Les personnes qui ont un abonnement peuvent vraiment accéder, travailler tard, venir tôt le matin. Au deuxième étage, on retrouve un coworking grand public qui est gratuit. Et du coup, il va permettre d'accueillir des personnes de 9h à 17h. Et donc, ça peut être en attendant un train, ça peut être des étudiants qui veulent venir travailler l'après-midi, et ça peut être aussi des entrepreneurs qui viennent, débutent leur activité, qui n'ont pas les moyens forcément de payer, qui viennent ici du coup pour s'installer sur une journée ou plusieurs jours. Preuve que la station va encore plus loin, c'est que vous avez même un incubateur dans la station. Exactement, on a un incubateur qui est opéré par l'IMT Nord Europe, avec lequel on travaille depuis 2 ans et demi maintenant. Et donc ici, on accueille des jeunes entrepreneurs innovants, l'objectif étant vraiment de leur accueillir. Vraiment l'intérêt pour la biodiversité, c'est vraiment la végétation. Une des salles de réunion qui est occupée par un jury d'incubateurs. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un public très large. Vu au rez-de-chaussée les familles et au deuxième ici les entrepreneurs innovants. Donc on a fait le tour des publics. Merci Madame Barbier de nous avoir ouvert vos portes, c'était très intéressant. Et vous faites du coup c'est de la surveillance, c'est de l'observation, c'est de l'analyse. Seconde vie, vous allez voir. Il n'y a pas que la gare de Saint-Omer qui a... celles qui ont été faites, c'est du chariot, et c'est de la... Depuis 2018 maintenant, l'ancien hôtel de ville de la ville de Saint-Omer est devenu le théâtre. On va tout de suite à sa découverte. On se rend compte que c'est exactement les mêmes. Le surnom, c'est le moulin à café. On le remarque tout de suite sur la grande place de Saint-Omer, cette forme particulière, ce grand cube surmonté d'une coupole, ça ressemble à un ancien moulin à café. C'est pour ça que les habitants lui ont donné ce nom-là. En fait, c'est un lieu très important pour la ville. Au Moyen-Âge, déjà, c'était la halle échevinale. La halle échevinale, c'était le lieu de justice, le lieu du pouvoir communal. En gros, un petit peu l'ancien hôtel de ville d'aujourd'hui. Ensuite, au 19e siècle, ce bâtiment était un peu abîmé, il était vétuste. Donc, une nouvelle mairie, un nouvel hôtel de ville. Et c'est ce bâtiment majestueux qui a été construit en... Voilà. Avec ses colonnes, ses statues, ses grandes baies vitrées, quelque chose de majestueux pour montrer le pouvoir communal. Ce qui fait sa singularité également, c'est qu'il y avait plusieurs... Le personnel administratif, les chargés de mission, les gestionnaires des espaces naturels, la cellule communication et une partie de l'animation. Combien d'espaces naturels vous protégez? Et on voit, on a la chance dans le département d'avoir vraiment une pluralité d'environnements. C'est le cas aussi. Un petit schtroumpf que j'ai acheté à la... Là, on se trouve en plein cœur du théâtre italien. Voilà, on est au cœur du moulin à café. C'est le joyau du moulin à café. C'est ce théâtre à l'italienne qui est complètement resté authentique. Il a été édifié et construit au milieu du 19e siècle. Et il a gardé cette atmosphère particulière. Ces couleurs rouges, les velours, les dorures, le grand lustre en cristal au-dessus de nous. C'est vraiment un lieu qui a une âme très intéressante, très forte et qui séduit beaucoup les artistes qui viennent se produire ici et le public. Il y avait une particularité aussi, c'est que ce théâtre a été à l'arrêt pendant de nombreuses années. Oui, en 1973, ce théâtre est obligé de fermer pour des raisons de sécurité. À l'époque, au 19e siècle, les normes n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Donc pour des raisons de sécurité, le théâtre ferme et il va rester fermé pendant plus de 40 ans pour ouvrir seulement en 2019, après une grande campagne de restauration. Il rouvre ses portes.
Mais Alors, ouais. pour ces festivités, quand ça Le public redécouvre cette merveille et depuis, ce théâtre vit presque tous les jours. Il y a toute la saison des spectacles, des rencontres, des rendez-vous. C'est au niveau des travaux d'aménagement, mais il y a eu énormément de travaux qui ont été faits. Vie de découverte destinée à tous les habitants de l'Audomarois. Ce qui est très beau, c'est le papier peint qu'on va retrouver sur les murs des loges. C'est du vrai papier avec ce motif caractéristique, ces 3 abeilles entourées d'une couronne de laurier. C'est une référence au Premier Empire à Napoléon. Milieu naturel. Vous parlez du public, est-ce que justement ils ont aussi un rôle? On suppose que l'architecte était peut-être sensible à l'empereur Napoléon. C'était l'époque aussi où les cendres de Napoléon étaient rapatriées en France. Voilà, c'est une époque toute particulière que ce 19e siècle, où effectivement, une époque de symboles, et tous ces symboles recouvrent finalement à cette salle. On a aussi des masques, des figures de la comédie, la tragédie, des guirlandes. Tout est opulent, chargé, pour donner cette atmosphère si chaleureuse, si particulière à ce lieu. Depuis la réouverture? Les espaces naturels, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour la biodiversité. Si reprendre, se réapproprier le lieu. Toute l'année, vous avez l'œil actif pour repérer ce qui pourrait aller sur Internet. Bien, on a envie d'y rester. C'est un lieu qui a été extrêmement bien rénové aussi, avec beaucoup de soins. Et les habitants sont très attachés à ce lieu. C'est un lieu historique qu'ils ont vu trop longtemps fermé. Et maintenant, ils se sont complètement appropriés. C'est un lieu de rencontre, de rendez-vous. C'est un lieu où il y a plein de surprises à découvrir. Un lieu patrimonial où il y a plein de traces du passé. Je vous invite à découvrir ça. Sébastien, maintenant on se trouve dans les coulisses des coulisses. Où est-ce qu'on se trouve exactement ici au théâtre? Alors on est au-dessus de la scène du théâtre, on est dans ce qu'on appelle les cintres, avec toute cette machinerie ancienne. C'est vraiment la particularité de ce théâtre, c'est d'avoir conservé toute la machinerie authentique de l'époque. Elle vient. Elle vient ici, elle prend un chapeau. Connaît, elle a un petit peu ce que la... Dans un bateau. Est-ce que vous savez justement que les machinistes de l'époque étaient souvent des anciens marins qui... Bah oui, peut-être. manier ses cordages. Et d'ailleurs, le mot corde, je le dis là, mais ça devrait porter malheur. Alors, je le dis pas plus. On n'avait pas le droit de le prononcer ici. Et l'objectif, c'est d'aller dans tous les quartiers de Calais. Donc, il ramenait la pêche. Le patron pêcheur, en cadeau, leur donnait un gain de la pêche et qui ramenait chez eux. Encore en activité, si on le souhaite aujourd'hui, mais qui est complété par des machines plus contemporaines pour avoir des éclairages plus modernes, bien sûr, pour les spectacles d'aujourd'hui. Ce qui fait son authenticité également, c'est l'acoustique. Alors, ce théâtre a une acoustique exceptionnelle. Et c'est dû à une chose, je vais vous montrer quelque chose. C'est ça. Ça, on dirait un pot. On est allé avec Florine Curec voir justement l'une de ces personnes qui travaille ici. Et c'est ce qui est installé dans toutes les voûtes du théâtre et qui donne cette acoustique absolument parfaite qui fait qu'on se trouve à n'importe quel endroit du théâtre. Petit coup d'éponge avant le... Où les chanteurs peuvent dire sur la scène. C'est aussi l'une des caractéristiques de ce théâtre, cette acoustique extraordinaire qui est due à ces pots acoustiques. Ce théâtre est assez extraordinaire d'avoir été préservé. Poisson. Donc on reste sur ces poissons-là. C'est quand même une belle victoire. Donc une figure dunkerquoise, mais une figure française en fait. Ah bah tout à fait. Bon oui, les grands. Tout cassé. Aujourd'hui, on a une autre appréhension de ce patrimoine-là. On a voulu le conserver. C'est un témoignage, mais c'est aussi un lieu de vie, de création. Et c'est un très très bel héritage pour nous qui utilisons ce théâtre tous les jours. Une vue incroyable sur tout Saint-Omer. On a la chapelle des Jésuites, la cathédrale Notre-Dame. On a également le Mont Cassel qu'on peut voir d'ici. Bref, il y a vraiment un très beau paysage à admirer. On est allé voir maintenant les habitants pour voir ce qui fait le charme. Factures qui se sont arrêtées en 10-20 ans. Et voilà, moi, ça m'a donné envie. C'est une ville très agréable et très vivante aussi. À partir du jeudi, si vous n'avez pas retenu dans les restaurants, vous n'avez pas de place. Parce que... De Dèvres, ici aucune machine à part les fours, tout est fait à la main avec les mêmes gestes et techniques. Sur rural, je pense que c'est ça. Ça reste la bienveillance des gens et puis leur accueil quand même, je trouve. Les bâtiments blancs avec des belles pierres, des belles briques. La cathédrale notamment, qui sont des endroits assez beaux, assez historiques. Le patrimoine forcément se retrouve aussi dans l'assiette ici à Saint-Omer. J'ai la chance d'être avec le chef Jonathan Dumaine.
le décor Rouen, la corne d'abondance qu'on a effectivement. Avec plaisir. Forcément, quand on parle Saint-Omer, on parle de la famille des choux. Qu'est-ce que vous allez nous faire comme recette aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler l'emblématique de Saint-Omer, hein, le chou-fleur. Donc, le chou-fleur d'hiver qui commence à arriver dans nos marais. On va faire une entrée, donc une crème de chou-fleur, tout simplement. Des choses très simples et faciles à faire chez soi. Vous nous montrez? On y va. Allez, c'est parti. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Alors donc là, on va détailler le chou-fleur. Donc on enlève le verre qui ne se mange pas. On va récupérer uniquement le cœur du chou-fleur. Comment on reconnaît un bon chou-fleur? Donc le chou-fleur bien frais, donc c'est des fleurs qui sont bien collées, bien fermes. Donc le reste du chou-fleur, le cœur, forcément on le jette pas, hein, c'est ce qu'on va servir pour faire notre crème. Donc on va le cuire. Et ensuite on va ajouter un petit peu de crème, des petites épices et on va le mixer pour obtenir notre crème de chou-fleur. Donc là nos petits sommités maintenant, ils sont bien fins. On va les assaisonner donc avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et on agrémente avec un petit peu de muscade, nos chou-fleurs coupés en gros morceaux, hein, grossièrement. Donc à peu près de la même taille pour uniformiser la cuisson. Hop. Et donc on va les cuire à l'anglaise, hein, donc dans de l'eau. Voilà. Et là on va les lancer en cuisson entre 15 et 20 minutes. Nos choux-fleurs sont cuits. Donc maintenant on va passer au mixage. Donc on prend les choux-fleurs, on va les mettre dans un blender. Donc ça sent bon, hein, ça sent le bon chou-fleur, bien frais. Donc l'avantage à Saint-Omer, c'est que des choux-fleurs, on en a quasiment toute l'année, hein, parce qu'on a le chou-fleur d'hiver et on a le chou-fleur d'été aussi. Donc c'est un avantage. Donc ici on le travaille souvent, hein, parce que comme ici on a pas mal de touristes et de clientèle étrangère, ils sont ravis de pouvoir déguster le chou-fleur de Saint-Omer à Saint-Omer. Avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre simplement. Et on va ajouter un petit peu de crème pour lier un petit peu le chou-fleur et lui amener une texture onctueuse. Hop. Et on va venir le mixer. Et voilà, donc là on va pouvoir la débarrasser maintenant dans une casserole et on n'aura plus qu'à la réchauffer ou la tchédir pour la servir. Donc on va venir relever avec un petit zeste de citron vert. Lancé dans un projet qu'on pourrait qualifier de... et de peps. Hein. Et on termine avec une petite pluche de cerfeuil. Et voilà, ici on peut déguster le chou-fleur de Saint-Omer. C'est vraiment bon. Donc on retrouve vraiment le goût authentique du chou-fleur sans dénaturer le produit, en laissant au maximum le goût du chou-fleur brut. C'est super bon. Avec Florine Curec, on ne pouvait pas faire ce long format sans vous parler et vous emmener sur le marais de Saint-Omer. Je suis avec Benoît Ekman, le charpentier au faiseur de bateaux. Merci en tout cas de nous accueillir ici. Et de rien. Première question déjà, où est-ce qu'on se trouve? Je suis maintenant avec Élie. Le marais Audomarois. Bien souvent on parle du marais de Saint-Omer, mais je parle du marais Audomarois parce que là on est sur 15 communes et sur un total de 3800 hectares. Donc on navigue sur ce qu'on appelle un wateringue. Les wateringues, c'est donc les voies d'eau navigables, et sur les côtés on peut voir les petits watergangs. Et les deux combinés, donc les fossés de drainage qu'on voit sur les côtés, les deux combinés ça près 700 km de cours d'eau. Qu'est-ce qu'on peut y faire dans ce marais? Il y a plusieurs activités forcément. Alors, au niveau des activités, au niveau professionnel évidemment on va parler du maraîchage. On a encore pas mal de maraîchers, on est un des derniers marais cultivés par des professionnels en France, donc évidemment quand on parle du marais Audomarois on parle des maraîchers. Après, ce qu'il faut bien comprendre c'est que le bateau a servi pour tous les métiers du marais. Mais cependant, aujourd'hui avec l'arrivée du remembrement, c'est-à-dire les routes et les ponts, eh bien tout le monde a accès à ces parcelles par les tracteurs, que ce soit donc les maraîchers mais aussi les éleveurs, etc. Donc aujourd'hui, sinon c'est beaucoup d'activités de loisirs. Nos bateaux d'ailleurs ne servent plus que pour ça. Hein. Alors on peut dire malheureusement, mais c'est un fait. Pour les pêcheurs,
pour des gens qui ont besoin d'entretenir. Hein. Donc ils viennent nous voir bien souvent pour avoir des petits bateaux, aussi des chasseurs pour la hutte, etc. etc. Les premiers comptes de fente vont pousser, d'une certaine manière, la bourgeoisie naissante de la ville dans l'exploitation du marais. Alors il y aura des conflits avec les moines pendant plusieurs siècles après. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le XIIe siècle, où là, c'est Philippe d'Alsace, comte de Flandre au XIIe, qui va canaliser l'art. Et là, véritablement, on change de vision. C'est-à-dire que Saint-Omer va devenir une ville portuaire, une ville qui va drainer des taxes et des péages. Et non, on a encore aujourd'hui l'héritage. Quand on va en face de la gare, on a le vin quai, donc le quai des vendeurs de vin. Si on va un peu plus loin, on a le quai des Salines, le quai des vendeurs de sel. Une ville donc qui va être florissante jusqu'à atteindre les 30-35 000 habitants selon Alain Derville, un historien local. Donc vous voyez, une ville qui va comme ça se développer, on va être à un apogée parce qu'aujourd'hui on est à 15 000. Quand on parle du marais, on parle aussi des maraîchers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur eux, justement? Oui, alors, la grande période des maraîchers, c'est le 19e, 20e siècle. Et pourquoi? C'est l'arrivée de la première gare. La gare arrive en 1848, à peu près au même emplacement que l'actuel. Et donc, c'est ça qui va un peu changer la donne, c'est-à-dire qu'il va y avoir une ruée vers le marais, une ruée vers le chou-fleur, comme j'aime bien dire. C'est une période où on va avoir plus de 400 familles de maraîchers qui vont s'installer ici. Donc c'est énorme. Hein. Au niveau des chiffres, on va avoir 14 000 tonnes de légumes exportés, 8 millions de choux-fleurs. Vous voyez, beaucoup de monocultures de choux-fleurs. Essentiellement, Saint-Omer est connu. Hein, il y a encore une confrérie du chou-fleur, etc. Hein. Je pense que vous connaissez tout ça. Donc c'est le légume un peu important. Mais après, progressivement, on va baisser en famille de maraîchers. C'est-à-dire qu'en un siècle, on va perdre la moitié. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres régions qui vont bénéficier du chemin de fer, comme par exemple la Bretagne. Donc nous qui exportions jusque Paris, Rouen et toutes les villes du nord de la France, eh bien on se fera concurrencer par, entre autres, la Bretagne. Et aujourd'hui, quand on parle du chou-fleur, on parle du chou-fleur breton. Donc, des objets de terre cuite dès l'époque gallo-romaine. Donc va arriver le gros ver de lance, c'est-à-dire l'artichaut, va arriver la carotte de Tilk, va arriver également le chicon, l'endive. Ça, on est dans les années 1920, à peu près. Voilà, on va commencer à diversifier jusqu'à aujourd'hui atteindre une quarantaine, voire une cinquantaine de légumes différents. Ça va même avec le retour du topinambour, du rutabaga, etc., etc. Est-ce qu'il y a des particularités vraiment sur ces bateaux? Ce sont des bateaux à fond plat. Bateau à fond plat avec, vous voyez, ce qu'on appelle des étraves, c'est ce qui va donner cette forme particulière à nos bateaux, cette forme de pointe, cette forme de pic, vraiment caractéristique des escutes, la double pointe, pointe avant et pointe à l'arrière. Alors c'est vrai que la pointe à l'arrière, sur beaucoup de bateaux du marais, n'existe plus, tout simplement parce que sont arrivés les moteurs thermiques, donc beaucoup plus lourds, donc on a scié l'arrière pour mettre le moteur. Mais vous voyez, nous on est sur des moteurs électriques beaucoup plus légers, donc on peut se permettre de les mettre sur le côté. Quelle est la grande différence du coup entre l'escute et le back-off? Alors, le back-off, je faisais une image avec l'escute en tant que voiture. Le back-off, du coup, c'est notre camion. C'est un bateau qui va faire 1,5 tonne à vide, capable de charger jusqu'à 3-4 tonnes de marchandises. Donc c'est vraiment l'outil de travail pour tous les gens de marais. Back-off, off c'est la ferme, back. Il y avait le château-musée, il y avait Nausicaa, il y avait aussi l'exploitation pour travailler. Pour tous les métiers du marais, pas seulement les maraîchers. C'est vrai que quand on parle du marais, on parle forcément des maraîchers. Il y avait les éleveurs, il y avait ceux qui curaient le marais, les tourbiers, etc., etc. C'est un ensemble de métiers qui utilisaient les bateaux. On est dans un quartier, on voit encore les maisons. On a forcément une activité sur le marais quand on habite proche du marais ou pas du tout? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Depuis l'arrivée des routes et des ponts, les gens n'ont plus besoin de bateaux pour les différents métiers. Par exemple, on parle souvent du métier de maraîcher parce qu'il est encore, c'est encore un métier qui est fait aujourd'hui. Je ne sais plus exactement combien on a d'exploitants maraîchers, mais on est un des derniers marais exploités professionnellement. Merci en tout cas Benoît de nous avoir montré le marais. Avec plaisir. Avec Florine Curec, on a apprécié faire ce long format. Il y avait encore beaucoup de choses à faire à Saint-Omer. On pouvait aller découvrir la chapelle des Jésuites ou aller faire une balade dans le fameux parc de Saint-Omer. On vous encourage d'ailleurs à venir découvrir vous aussi la ville de Saint-Omer.